d'être présents. On commence le premier atelier débat de la journée. On est ici réunis sous la thématique le monde agricole face aux dérives du libéralisme. Quelle alternative, quelle résilience? On va d'abord se mettre d'accord sur le fait qu'on traverse une crise importante qui a donc pour symptôme évidemment a priori seulement la question sanitaire, mais cette question sanitaire en fait elle est révélatrice d'un modèle en crise dont le modèle agricole est l'un des représentants, on va dire ça comme ça, avec trois impasses dans lesquelles nous sommes. L'agriculture productiviste, elle repose sur des intrants, vous savez, qui détruisent la biodiversité. C'est aussi l'artificialisation des terres continue. Tous les ans, en France, c'est 60 000 hectares de terres qui sont artificialisées, dont les 2 tiers sont des surfaces agricoles. Et puis, troisième facteur, c'est l'étirement de nos chaînes de valeur ajoutée. Vous le savez, ce qu'on consomme dans nos assiettes vient de plus en plus loin, avec souvent des aberrations. Et tous les jours, c'est 30 000 semi-remorques qui traversent la France pour collecter les denrées. Et on le sait par exemple que l'autonomie alimentaire de Paris est chiffrée à seulement 3 jours. Donc voilà, moi je suis Cédric Naudet pour Attaque Val d'Orge, enfin Attaque Essonne, on va dire ça comme ça. Et donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lucille Leclerc. Lucille, c'est une journaliste indépendante qui a mené l'enquête dans le monde agricole depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Elle a publié plusieurs ouvrages. Son dernier ouvrage, donc, sur lequel on va essentiellement parler aujourd'hui, s'intitule Hold Up sur la Terre. C'est donc un ouvrage qui parle d'un phénomène grandissant, méconnu, concernant le foncier agricole, l'accaparement des terres. Elle nous en dira évidemment un petit peu plus. Elle a publié aussi un ouvrage sur les néo-paysans, ces paysans qui s'installent très récemment, qui ouvrent des exploitations. Et puis elle avait aussi publié un ouvrage sur l'intrication entre les épidémies d'origine animale et l'élevage. Son ouvrage s'appelait « Pandémie, une production industrielle ». Donc c'est avec ces 3 enquêtes qu'elle va nous amener une expertise sur ces questions. L'objectif donc, de ces journées, vous le savez, c'est d'articuler des questions globales avec aussi des luttes locales. Et pour la question des luttes locales, on a donc API qui est ici pour représenter Extinction Rebellion, et puis aussi donc le collectif Stop à la ligne 18 à l'artificialisation des terres du plateau de Saclay. Et donc on essaiera de mettre en dialogue ces problématiques avec ce qui se passe aussi en Essonne. Voilà, donc on va tout d'abord commencer par une première question introductive. On est donc dans une crise alimentaire, vous savez, en ce moment, avec notamment les problématiques liées à la guerre en Ukraine. Et la réponse qui est amenée par le gouvernement, c'est une réponse productiviste. Produire toujours plus pour, entre guillemets, garantir la sécurité alimentaire de notre pays. On va se poser d'abord la question de savoir si ce n'est pas une solution à courte vue. Et donc, je passe la parole à Lucie. Merci Cédric pour ton introduction, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors oui, dans le contexte du conflit Russe-Ukraine, on a vu que depuis un an, le cours des céréales a flambé, notamment pour le prix du blé, qui a doublé entre mars 2021 et mars 2022. La réponse de l'État français, comme le disait Cédric, c'est une réponse productiviste dans la mesure où, en fait, aujourd'hui, vous le savez, la France est un pays exportateur de céréales. Et du fait de l'instabilité des cours sur le marché international, la France veut produire plus de céréales, donc notamment en faisant sauter ce qu'on appelle les jachères, donc des terres qui sont en repos, pour produire davantage. Et si vous voulez, cette réponse, elle n'est pas distincte de l'état d'esprit dans lequel on est depuis l'après-guerre. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Donc c'est le même logiciel, c'est quelque chose de très continu, et où l'agriculture est pensée comme une variable d'ajustement de la balance commerciale. Et donc, pour faire schématique, on importe des voitures, on exporte des produits agricoles, et c'est vraiment le rayonnement économique de la France qui est en jeu, plus que les questions de santé et de protection de l'environnement.
Oui, alors du coup, je vais peut-être parler à la fois de... parce qu'il y a déjà eu la présentation du collectif contre la ligne 18 tout à l'heure sur la place, donc, qui expliquait que c'était un collectif qui s'était formé récemment, mais qui récupérait une lutte qui était là depuis 15-20 ans contre la ligne 18, du coup, et le bétonnage des terres sur le plateau de Saclay. Du coup, je voudrais d'abord aussi présenter un petit peu Extinction Rebellion, qui est du coup un mouvement de désobéissance civile non violent, qui a pour but du coup d'arriver à la neutralité carbone et à l'arrêt de la destruction des écosystèmes rapidement. Et du coup, pour cela, de dire la vérité sur l'état de la crise écologique actuelle, et faisant le constat que finalement ces vérités sont connues depuis des décennies et qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, de mettre en place des assemblées citoyennes décisionnaires pour remplacer les systèmes de prise de décision qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés et qui, a priori, sont complètement défaillants à apporter une réponse à la crise environnementale. Très clairement, ces crises, elles sont connues. Donc actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent donc d'effondrement. En fait, cet effondrement sur la première moitié du XXIe siècle, c'est quelque chose qui était déjà envisagé il y a plusieurs décennies avec le rapport Meadows, donc dans les années 60. Donc là, on est en 2022, donc on est en fait en plein dedans. Et en fait, on a largement les prémices de tout ce qui est en train de... Enfin, d'un système qui va vers son effondrement, avec des politiques qui sont de plus en plus sur le court terme, avec des décisions qui sont faites pour la rentabilité sur 5 ans, sur 10 ans, et avec aucune vision des dégâts qui sont générés sur le long terme. Ce qui se passe sur le plateau de Saclay, c'est un petit peu différent, parce que en fait, c'est vraiment la croyance dans un système politique qui imagine que le monde de l'entreprise va apporter des réponses à tout ce qui se passe. Et par contre, il y a une vision manifeste des gens qui font de la recherche et qui étudient, parce qu'en fait, le plateau de Saclay, c'est N18, mais c'est aussi un cluster scientifique, qui va à l'encontre totale de ces décisions. Notamment, les étudiants de Grignon ont bloqué leur campus. Donc les étudiants de Grignon, c'est AgroParisTech, donc ce sont des, on va dire, c'est un peu l'élite française en ce qui concerne l'agronomie, qui ont décidé de bloquer leur campus pour ne pas venir à Saclay. Donc, à Grignon, vous avez des terres sur la recherche agricole depuis 200 ans, vous avez des bases de données, vous avez des sites d'expérimentation sur plusieurs centaines d'hectares qui sont connus, maîtrisés et qui étaient un terrain fertile pour développer l'agroécologie en France. La décision a été prise de détruire ce terrain d'expérimentation sur l'agroécologie et de bétonner les terres qui existaient sur le plateau de Saclay dédié à cet effet pour du coup finalement sacrifier cette recherche pour finalement le plus grand bénéfice de, on va dire, la filière génétique, robotique, etc. Qui va du coup vers la disparition du monde paysan et vers une exploitation basée non sur les rentabilités économiques à court terme, de plus en plus violente des espaces agricoles. Donc à la fois il y a la question en fait des terres de Saclay et à la fois il y a la question de quelle direction en fait on veut pour l'avenir de l'agriculture en France, en Europe et au-delà, parce que là clairement on donne en fait à l'agrochimie et puis on va dire à la génétique et on va dire à des firmes multinationales qui ne sont intéressées que par des profits personnels privés à court terme sur en fait la survie du système agricole français. Donc les questions là qu'on doit se poser en fait elles sont beaucoup plus larges que le plateau de Saclay et elles sont graves parce qu'en fait là, très clairement les directions qui sont prises par les systèmes décisionnaires vont à l'inverse de nos capacités de survie à long terme. Alors on va en arriver à l'ouvrage que Lucille vient de publier, qui s'intitule Hold Up sur la Terre. Donc dans cet ouvrage, tu parles surtout d'un phénomène qui, a priori, est encore très méconnu en France, puisque dans l'imaginaire, il concerne surtout les pays du Sud, c'est celui de l'accaparement des terres par le secteur privé. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce phénomène et en quoi cela nous concerne directement, nous, citoyens et collectifs de l'Essonne? Oui, alors donc ce livre en fait que j'ai écrit s'appelle Hold Up sur la Terre. Si vous voulez, il parle de l'achat par des grands groupes, notamment des groupes français, de terres agricoles. Alors d'abord, de quoi on parle? Donc la terre agricole, c'est un des biens les plus précieux que nous ayons, puisque c'est le réservoir de notre alimentation. Et moi, si vous voulez, l'accaparement des terres, j'en avais déjà entendu parler avant de faire cette enquête, mais pour moi, c'était quelque chose qui se passait au Brésil, à Madagascar,
pas forcément en France. Et j'ai découvert que depuis le début des années 2010, des milliers d'hectares sont acquis par des grandes entreprises en France. Donc là, on parle d'un autre type de prédation que la bétonisation, mais c'est à partir en fait d'une idée simple. Ce sont des groupes, je pourrais vous donner des exemples, qui cherchent à maîtriser la filière de A à Z. Et donc, si on reprend voilà, leur plan d'avenir, c'est vraiment de sécuriser l'approvisionnement. Un peu comme ceux qui font des téléphones veulent mettre la main sur les mines et les métaux rares. En fait, ceux qui sont aujourd'hui les transformateurs et les commerçants dans le secteur agroalimentaire veulent mettre la main sur les matières agricoles. Donc, l'objectif de mon livre, c'est de mettre en lumière ce qui se passe dans l'ombre. Un hold-up, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est s'accaparer un bien qui n'est pas le vôtre. Je vais vous donner un exemple. On sait tous que la France est un gros producteur de céréales, on en parlait un petit peu tout à l'heure. En Camargue, par exemple, on produit du riz. Alors, si vous allez vers Port-Saint-Louis-du-Rhône et que vous prenez la route vers Marseille, vous allez voir quoi? Des champs, des champs, des champs, et rien d'autre. Pourtant, il y a une exploitation qui est la plus grosse ferme de Camargue. Et cette exploitation appartient à un groupe industriel de l'agroalimentaire. Mais personne ne le sait. Il n'y a pas d'enseigne au-dessus des champs. Cet accaparement par les groupes, c'est difficile parce qu'on ne voit pas les choses. Et ce n'est pas dans une région, c'est dans toutes les régions. Ce n'est pas dans une production, c'est dans toutes les productions. On a l'impression que rien ne change, mais tout change. Une des choses qui m'est apparue pendant l'enquête, c'est que, en fait, c'est l'idée que cette terre, c'est pas seulement un patrimoine, mais c'est vraiment une question politique, dans le sens où, quand on est propriétaire ou locataire de la terre, on est décideur aussi de la production agricole. Alors, vous vous en rappelez peut-être, il y a 6 ans, un achat avait fait beaucoup de bruit dans les médias. Dans l'Indre, au sud d'Orléans, un industriel chinois spécialisé dans l'agroalimentaire avait acquis une immense surface de terre agricole, 25 fois la taille moyenne d'une exploitation, 1700 hectares, pour produire des céréales, pour alimenter sa chaîne de boulangerie en Chine. On sait que les Chinois ont une politique d'acquisition de terre dans le monde entier, parce que leur sol est pollué. Donc, pour assurer un approvisionnement sain, ils achètent des terres ailleurs. Et il n'y a pas qu'en Afrique que les Chinois achètent des terres. Donc on a raison de parler des sociétés chinoises, mais si vous voulez, sur le marché des terres en France, on ne trouve que 2% d'acheteurs étrangers. Donc l'histoire des envahisseurs, c'est un mythe. En fait, ce sont aussi des groupes français qui achètent les terres. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton enquête? C'était une enquête longue et difficile, parce que rentrer dans une exploitation qui appartient à Fleury-Michon, qui appartient à Chanel, c'est en fait comme rentrer dans une grande entreprise, c'est rentrer dans une grande entreprise, et donc l'accès est difficile. Alors pour faire mon enquête, j'ai rusé, j'ai utilisé des techniques d'investigation, donc voilà, je me suis fait passer pour une agent immobilière, j'ai travaillé en tant qu'ouvrière agricole dans une des exploitations, j'ai passé beaucoup de temps aussi à travailler avec des personnes qui bossent à la SAFER, on y reviendra, voilà, qui sont informées aussi de ces transactions, qui se passent pas, qui se passent pour beaucoup de manière opaque. Donc ça, c'est sur les moyens de l'enquête. Ça m'a pris environ 1 an, 6 mois de pré-enquête et 6 mois d'enquête. Et une des choses qui m'a interpellée, c'est que sur ces terres, les agriculteurs passent sous la direction d'un groupe. Donc on n'a plus d'agriculteurs, mais on a des ouvriers salariés. Qui fait le plan de culture, qui décide des rations alimentaires pour les animaux, c'est le groupe. Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, c'est la disparition du savoir-faire de l'agriculteur. Il n'y a que le paysan qui connaît sa terre, et quand la terre est gérée à distance, comme une entreprise lambda, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre, il n'y a plus de connaissance de la terre. Et c'est ça qui me frappe, on prend en considération une ferme comme un centre de production lambda,
alors qu'on gère du vivant. Alors, on va revenir justement sur le rôle de la SAFER, si tu veux bien, parce que c'est une institution qui est assez méconnue et qui a pourtant un rôle extrêmement important dans la question du foncier agricole. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que cette institution et en quoi elle joue un rôle aujourd'hui qui est dévoyé par rapport à ce pourquoi elle était peut-être créée? Alors, si vous voulez, en France, les choses sont assez bien faites. On a une autorité qui est chargée de veiller à ce que la terre agricole reste entre les mains des agriculteurs. Cette autorité, c'est la SAFER, Société d'aménagement foncier d'établissement rural. Elle a été créée dans les années 60 avec un objectif simple. À l'époque, on sort de la Seconde Guerre mondiale. La population a connu la faim. Et l'État français veut tout faire pour éviter que ça se reproduise. Donc, en fait, on prend vraiment pleinement conscience de l'idée que la terre, c'est pas un bien comme un autre. On ne peut pas la vendre à n'importe qui, puisque c'est l'assurance de l'approvisionnement alimentaire pour la France. Cet approvisionnement qui a manqué et qui a traumatisé la population. Donc, dans les années 60, on crée cette SAFER. C'est le bras armé de la politique foncière du ministère de l'Agriculture. Il y en a une par département. Nous, on est les héritiers de cette époque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il en existe toujours une par département. Le réseau des SAFER, chapeauté par la Fédération nationale des SAFER. Si je reviens à ce qui se passe actuellement, est-ce que les autorités jouent toujours leur rôle? Quand j'ai demandé au président de la Fédération des SAFER, Emmanuel Liest, pourquoi la SAFER autorise la vente de terre à des groupes industriels, alors que sa mission première, c'est d'accompagner l'installation des jeunes agriculteurs, des indépendants, je n'ai pas reçu de réponse. Moi, je me pose une question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de transparence sur le marché foncier? Pour moi, ces décisions, elles doivent être transparentes, enfin ça doit être des décisions démocratiques, plutôt que de laisser une minorité décider de manière opaque. Pour moi, c'est ça faire, il faut qu'elle soit ouverte en fait aux citoyens, un peu comme on a dans un conseil municipal voilà, le droit de rentrer, de voir ce qui va devenir, ce qui va se faire sur la terre du voisin. Alors c'est préoccupant parce qu'on comprend la nécessité d'une régulation forte, d'autant plus que le gâteau des terres, il est de moins en moins important chaque année. Donc la terre est une ressource de plus en plus rare, donc de plus en plus chère, on en reviendra. Pour aller plus loin que le constat en fait, d'une forme de dérive de la SAFER, en fait, pour moi, il y a deux raisons qui expliquent pourquoi la SAFER est devenue inefficace, pourquoi elle ne remplit plus bien son rôle. En fait, au départ, la SAFER est vraiment créée pour favoriser les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, et ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre pourquoi elle s'est éloignée de cette mission première. Alors, il y a deux choses qui expliquent cette évolution. Premièrement, le manque de moyens juridiques. Vous avez peut-être entendu parler en début d'année, une grande loi foncière a été votée au Parlement. Cette loi a été attendue depuis longtemps par le monde agricole. On voit qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez, la SAFER n'a pas les bons outils par rapport aux nouvelles règles du jeu. Et la deuxième raison qui pour moi explique une forme de dérive dans le rôle des SAFER, c'est le financement. Au départ, les SAFER dans les années 60 étaient financées à 80% par des fonds publics. À partir de 2017, l'État subventionne de moins en moins la SAFER, jusqu'à ne plus rien lui donner du tout. Ce qui est certain, en fait, moi, pendant mon enquête, j'ai rencontré des gens à la SAFER qui bossent énormément, qui font un travail remarquable. Mais la SAFER, c'est une instance qui n'est pas riche. Et aujourd'hui, elle est jugée partie parce qu'elle contrôle le marché des ventes de terre et elle a des intérêts sur les ventes, puisqu'elle touche des commissions sur ces ventes. Donc elle se rémunère grâce à ces commissions, en grande partie.
Donc quand un gros acheteur se présente, est-ce qu'elle peut vraiment dire non? Mais du coup, là, en t'entendant, je me pose la question de savoir si sur le plateau de Saclay, la SAFER a joué un rôle dans la vente des terres. Est-ce que le collectif en sait un peu plus? Ouais, je peux donner un exemple là. Je suis au bureau des Jardins de Cocagne à Limon et on s'est installé il y a une dizaine d'années. Donc le parcours, le dispositif de la SAFER, l'ancien propriétaire voulait nous vendre les terres agricoles. Donc on a fait une proposition et on est passé à la SAFER. Et un des agriculteurs du coin était intéressé par ces terres. Et comme si vous savez, dans le dispositif, la SAFER instruit, c'est comme les permis de construire, mais le décideur, c'est ce qu'on appelle une commission de la profession. Donc ce ne sont pas les salariés de la SAFER qui décident. Non, la commission de la profession, c'est la Chambre d'agriculture, c'est la FNSEA, c'est les syndicats dominants. Voilà, donc si vous êtes un acheteur agriculteur et que vous êtes bien placé à la Chambre d'agriculteur ou dans le syndicat dominant et que vous présentez des dossiers, on ne parle pas de prix, ah ça c'est le meilleur dossier, à tous les coups. Donc par contre, heureusement, il y a des salariés de la SAFER qui sont conscients, donc en fait, quand ils ont suivi ce projet d'implantation qu'on avait, il y a un salarié de la SAFER qui, de façon incognito, nous a appelé en disant si les terres et le propriétaire, si les terres restent en vente, eh ben vous n'allez pas pouvoir les acheter. Donc, on a pu s'installer, mais en prenant les terres à bail, parce que le propriétaire voulait qu'on s'installe. Si le propriétaire est une indivision, souvent qui résulte de familles qui ont besoin de réaliser, bah, ils vont être peut-être moins regardants sur ce cas de figure. Donc voilà, c'est un exemple très concret sur le plateau de Saclay, où effectivement ce dispositif est redoutable. Et ma question, c'est effectivement, est-ce qu'au niveau des politiques, il y a des choix qui sont prévus pour un petit peu changer ce dispositif-là, qui pour l'instant, on voit bien, intègre toute la filière, hein, l'agrochimie, avec les présidents de chambres d'agriculture ou coopératives qui vont distribuer les produits agrochimiques, avoir un intérêt, l'agriculteur et puis les centrales d'achat derrière. Et souvent, c'est la plus-value de l'ensemble de la filière qui, l'agriculteur n'est qu'une brique dans l'ensemble de la filière pour faire de l'argent, pas forcément dans l'agriculture, mais ailleurs peut-être. Donc il y a, comme disait Francis, des espaces comme ça, mais il y a aussi, pour ce qui concerne les 400 hectares dont on parlait tout à l'heure, c'est une opération d'intérêt national. Donc il y a quelque chose qui est au-dessus des SAFER, donc ça passe même plus par les SAFER. Il n'est pas question... L'idée, c'est pas de redistribuer des terres entre agriculteurs, c'est vraiment d'en faire autre chose que de l'agriculture. Exactement. En fait, si vous voulez, la SAFER, la limite de son rôle, c'est la mission agricole. Donc, quand l'État préempte pour bétoniser, en fait, il passe devant la SAFER. La SAFER, c'est un arbitrage vraiment, sur des terres qui ont une vocation agricole. Quand dans le PLU, il y a une terre qui passe en urbanisation, la SAFER n'a plus voix au chapitre. C'est ce que vous dites. Après, moi j'ai une petite question. C'est quelle différence on peut faire entre ce qu'on appelle l'accaparement des terres par des grands propriétaires, mais qui sont des agriculteurs, et les grands groupes qui eux, achètent des terres pour maîtriser la filière. Et il y a une autre question qui me turlupine un peu dans ce que vous décrivez, c'est que comment on fait les grands groupes pour acquérir des terres, sachant qu'ils ont dû passer par ces circuits-là, et que vous avez l'air de dire que... il y a quand même toujours des agriculteurs qui se portent acquéreurs. Et du coup, moi, ça, c'est une question qui me turlupine un peu. Et autre chose que je voulais dire, enfin, je voudrais réfléchir un peu tout le monde sur la question de la solution. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où, en fait, il y a un manque de repreneurs, il y a un manque d'agriculteurs. Donc, effectivement, pour les pouvoirs publics, ils se disent, si on ne veut pas que notre population soit affamée, il y a des gens qui se portent acquéreurs dont on sait qu'ils vont pratiquer l'agriculture et qu'ils ont tout intérêt à ce que, même si c'est des pratiques agricoles qui sont questionnables, mais voilà, cette question de la solution et comment on fait en tant que société pour s'opposer à ça, c'est quoi, voilà, il y a un vrai problème là sur l'agriculture en ce moment et du coup, voilà, merci. Merci.
Merci pour vos questions. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, quelle est la différence entre cet accaparement par des groupes et cet accaparement par des agriculteurs, agro-managers? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un autre terme en fait? Je sais pas. Oui, en fait, pour moi, ce ne sont pas forcément des choses qui sont à opposer. Ça fait partie d'un même modèle d'agrandissement. En fait, par rapport au mode d'accès à la terre de ces grands groupes, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui veulent devenir propriétaires, il y en a qui louent les terres. Ce qui est certain, c'est que en fait, il y a deux raisons qui expliquent pourquoi ils achètent aujourd'hui le foncier. C'est d'une part des raisons politiques, puisque l'outil, l'organe qui est censé redistribuer leur laisse la porte ouverte, et des raisons économiques. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré, en fait, pendant mon enquête, je raconte dans mon livre comment des agriculteurs proches de la retraite, qui sont endettés, vendent discrètement leurs terres à un groupe. C'est pas simple. En début d'année, l'État a promis un plan de sauvetage pour l'élevage, 270 millions d'euros pour éviter que des éleveurs ne cessent leur activité parce qu'ils sont en difficulté financièrement. Cette réalité économique crée des conditions qui sont favorables à l'arrivée de nouvelles formes d'agriculture, tout simplement, qui prennent le relais. Ce que je décris dans mon livre, vous disiez quelle est la solution. En fait, ce que je décris, c'est aussi que cette évolution arrive au mauvais moment. Si vous voulez, dans les 3 prochaines années, 160 000 fermes sont à transmettre. Donc, qui vont être les agriculteurs de demain? Moi, je me pose la question. J'ai des exemples sur l'industrie du luxe qui achètent 150 fois le prix de l'hectare pour cultiver des fleurs pour mettre dans les parfums. Est-ce que vous croyez que des jeunes agriculteurs peuvent s'aligner sur les prix? La SAFER, c'est aussi son job de fixer le prix des terres agricoles, mais comme elle a intérêt à ce que les prix augmentent, puisqu'elle touche des commissions qui sont proportionnelles à la vente, plus la vente du bien se fait à un montant élevé, plus la commission va être élevée. Donc on est devant une situation contradictoire où les autorités disent une chose, on installe des jeunes agriculteurs, on aide l'installation agricole, ce qui est vrai en partie, mais ils font aussi autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne nouvelle, c'est que demain, la France peut légiférer pour éviter que la terre ne devienne la propriété des groupes industriels. Qu'est-ce qui manque pour qu'on le fasse? Il manque une volonté politique, bien sûr. Il manque un changement de perception, une information aussi, une prise de conscience de chacun de ce qui se passe autour de chez soi. C'est un peu ce que j'essaye de faire dans mon livre. Donc de donner en fait à voir ce qui se passe et d'informer pour avoir plus de transparence sur ce qui est pour moi un sujet qui n'est pas agricolo-agricole mais qui est vraiment un enjeu de société. Alors, bon, j'ai 2 points, puis on passe pas bien. Je pense en effet, il ne faut pas oublier que le monde agricole il est en crise aujourd'hui. Donc tu parles de 160 000 fermes qui sont à reprendre. En gros, c'est la moitié du monde agricole là, qui va partir à la retraite dans les années qui viennent. Sachant qu'il faudrait en fait doubler le nombre d'agriculteurs si on voulait faire de l'agriculture biologique sur tout le territoire. Donc on est dans une situation complètement contradictoire. On a une contraction du nombre de personnes qui travaillent dans le secteur, alors que la demande en main-d'œuvre explose complètement. Et du coup, ça crée des questions, parce que quand vous avez une problématique comme ça, en théorie, la réponse à ça, c'est il faut massivement former un tas de gens pour passer sur ces secteurs-là, et c'est une source d'emploi importante. Et qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va donner le pouvoir, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont déjà ce pouvoir, c'est un pouvoir financier, d'argent, à des groupes qui, au contraire, vont investir énormément dans des machines, dans de la numérisation, dans des capteurs, dans de la gestion du coût à distance. Parce que en fait, c'est cette révolution-là qu'on est aussi en train de vivre au niveau de la société, qui est la robotique, le numérique, et tous ces trucs-là qui vont en fait finalement faire disparaître facilement des emplois. Alors après, c'est pas la même agriculture. C'est pas forcément une agriculture qui est aussi respectueuse de l'environnement. C'est une agriculture qui va être beaucoup plus mécanisée, donc avec des risques au niveau de l'érosion qui va être plus forts, donc aussi des risques
d'une agriculture qui va plus abîmer les terres. Et puis c'est tout cet ensemble-là où on va dire que finalement l'agrochimie c'est pas si mal que ça, et puis ça permet quand même de faire de la production. Et voilà. Et donc là on est encore sur des logiques un petit peu de qu'est-ce qui marche en ce moment-là, qu'est-ce qui fait rêver les gens, de qu'est-ce qui a l'air fonctionnel dans les 3 à 5 ans, et puis pas de vision sur le long terme en fait. Donc pour les politiques c'est beaucoup plus facile de dire je vais voir une multinationale, je vais parler à 4 personnes qui vont m'implanter un système sur les 3/4 du territoire en 2 heures de temps de discussion, que de se dire on va remonter des lycées agricoles, reconnecter les urbains avec la campagne et renvoyer des gens travailler dans les champs. Et en fait c'est beaucoup plus de travail, par contre c'est beaucoup plus fonctionnel, et en fait on n'a pas le choix, si on veut arriver à créer des systèmes résilients, de passer par là. Mais par contre on n'est pas du tout dans la vision des pouvoirs publics de ce qu'il faut faire, on n'est pas du tout, et c'est pas les liens de réseau de fonctionnalités de décision en tout cas ne sont pas du tout pour mettre ça en place aujourd'hui. Et donc là peut-être c'est à nous citoyens, syndicats, activistes d'aller sonner un peu les cloches des pouvoirs publics, de remettre en place des initiatives de formation, de favoriser des porteurs de projets, de tout ça, parce qu'en fait aussi la question à quel prix on est prêt à acheter les terrains, et puis qui est prêt à acheter les terrains aussi, parce qu'en fait concrètement des gens pour reprendre des terrains on en manque. Et la question des prix c'est important aussi, parce qu'en fait pourquoi le terrain agricole il est si peu cher aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des politiques pour protéger le prix des terrains agricoles et pour permettre l'accès aux jeunes agriculteurs de ces terrains-là. Aujourd'hui on est sur des logiques en effet où les grands groupes vont mettre beaucoup plus d'argent sur la table, et finalement parce que eux ils savent la mentalité ils vont l'avoir, ils sont prêts à payer très cher pour acquérir ces terrains. C'est un peu ce qui se passe aussi avec le bétonnage. Finalement on dit est-ce qu'un complexe immobilier ça rapporte pas plus d'argent à l'hectare que cultiver du blé? Et très vite, les gens se disent je vais faire plus d'emplois, plus d'argent plus vite si je bétonne mes terres que si je continue à les cultiver pour faire de la nourriture. Du coup, là, la question qui se pose, pour moi, c'est aussi la question de l'utilité. Est-ce que finalement le filtre de l'économie arrive à répondre à la question qu'est-ce qui est utile pour le territoire et qu'est-ce qui n'est pas? À mon avis, la réponse très clairement c'est non. Parce qu'en fait, on se rend compte sur le territoire qu'on a besoin d'une résilience alimentaire, d'une production qui va nous permettre juste de manger, qu'on a fait beaucoup de choses, et ce qui est logique pour que finalement manger, ce soit finalement relativement facile et pas cher, et que ce soit accessible à tout le monde. D'ailleurs, il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là pour rendre cette chose-là encore plus, entre guillemets, accessible, qui est la sécurité sociale de l'alimentation, et que un groupe s'est constitué sur Versailles, Guyancourt et puis Saclay continue de mettre en place, et qui dirait qu'en fait l'alimentation c'est un droit universel à chacun, et du coup ça devrait être pris en compte comme la sécurité sociale. Quand vous êtes malade, vous pouvez payer vos médicaments, que chacun puisse acheter de la nourriture saine, équilibrée et qui permet d'être en bonne santé. Donc vraiment on est dans une logique pour dire la nourriture c'est quelque chose qui va pas être très bankable, qui va pas coûter cher, et on va faire tout ce qu'on peut à coup de subvention, à coup de plein de choses pour que la nourriture ça ne soit pas un truc qui passe vraiment facilement dans le filtre de faire du business hyper rentable économique avec ça. Par contre, si demain je veux faire 5 étages et puis les vendre ou les sous-louer, finalement ça c'est un truc qui va me faire beaucoup d'argent sur une petite surface, et en plus ça va faire marcher un tas d'entreprises à côté, ça va faire du béton, ça va faire plein d'emplois indirects, etc. Donc finalement c'est beaucoup mieux. Et du coup on se retrouve avec des territoires où on bétonne, et on a beaucoup plus de logements que de besoins en logement. On délocalise les logements, on a des gens qui sont à la rue, qui n'ont plus accès à ce logement, parce qu'en fait ça fait aussi de la spéculation. On se retrouve dans une situation où on a 3 fois plus de logements vides que de personnes qui sont à la rue, mais on a quand même des gens à la rue qui n'arrivent pas à se loger. On se retrouve dans des situations ailleurs que sur le plateau de Saclay, où on va créer des gros complexes touristiques qui sont vides 10 mois sur 12. Donc dans une situation complètement ubuesque, et aussi dans une situation où on se retrouve finalement potentiellement en pénurie de denrées alimentaires, en tout cas sur des territoires qui ne sont pas capables de se nourrir eux-mêmes, qui sont beaucoup tournés vers l'exportation. Et dans des situations là de guerre, de pandémie, on se rend compte que finalement c'est pas des modèles qui sont soutenables et gérables. Donc là encore, c'est vraiment la question de se dire qui est-ce qui décide. Et tant qu'on aura une réflexion sur c'est l'économie qui décide, on prendra des décisions qui sont à l'inverse des besoins. Alors justement, l'intérêt de Jamais ça, c'est aussi justement de mettre un dialogue
des orgas qui réfléchissent à ces questions. Je vais passer juste la parole à Sylvie avant de donner la parole à la salle. Sylvie qui représente Terre de Liens. De l'État, c'est catastrophique, c'est 160 000 exploitations qui vont se retrouver à vendre, etc. Et tous les phénomènes qui se passent à ce propos, eh bien, il se trouve que Terre de Liens, c'est une structure financière et pas seulement, énorme, qui a été fondée pour pouvoir acheter des terres. Et il y a déjà plus que 7000 hectares en France qui ont été achetés par Terre de Liens et qui sont loués à des porteurs de projets. Et ces porteurs de projets, soit sont déjà agriculteurs, donc connaissent, mais sinon, si ce sont des porteurs de projets jeunes et qui veulent, comme beaucoup de jeunes, qui veulent retourner à la terre, comme on dit, ou acquérir, si on ne sort pas du milieu agricole, forget it d'acheter de la terre, comme ça a bien été expliqué, eh bien, Terre de Liens va étudier leurs projets, va les brancher sur des formations. On travaille avec les AMAP, on travaille avec le pôle à biosol qui permet ces formations, le champ des possibles. Tout ça, on peut vous l'expliquer plus en détail sur le stand. Maintenant, Terre de Liens a besoin évidemment d'apport d'argent pour acheter ces terres. Ce qui marche pas mal, il y en a pas mal d'argent. Mais c'est toujours le bienvenu, soit en termes d'achat d'actions, soit en termes de dons. Et aussi besoin d'adhérents, de bénévoles, que Terre de Liens forme en proposant des formations. Et si vous adhérez, la simple adhésion à Terre de Liens, c'est 30 € par an. Vous recevez toutes les informations et vous avez droit aux formations, à assister aux formations qui sont proposées. Et dans les propositions, j'ai fascicule 2021, là, sur le stand. Alors, si, très important, c'est que depuis 2021, si vous connaissez les jardins de Cérès, le fermier qui travaille dessus, Emmanuel Vandame, louait des terres à la société civile immobilière qui s'appelait Terre Fertile, laquelle société civile immobilière a dû être dissoute parce qu'elle était devenue totalement ingérable, donc elle a été dissoute, mais les porteurs de parts ont pu transférer sur Terre de Liens qui a acheté ces terres-là. Il s'agit de, moi j'ai oublié le nombre d'hectares, mais ça fait pas mal de nombre d'hectares. Et maintenant, donc, Vandame loue ces terres à Terre de Liens. Grâce à ça, les personnes locales ont compris ce que c'était Terre de Liens. Et il y a un groupe local Terre de Liens qui s'est formé. Donc, si vous voulez devenir encore plus agissant localement, vous pouvez vous renseigner sur venir dans le groupe local. Alors, les recours en justice actuellement sur le plateau de Saclay, ils portent en effet sur les déclarations d'utilité publique. Donc, pour savoir, pour qu'un projet soit déclaré opération d'intérêt national, il faut qu'il y ait une déclaration d'utilité publique préalable. Ces déclarations d'utilité publique, elles sont basées sur un tas d'enquêtes et de documents, et notamment une étude socio-économique qui étudie la rentabilité et l'utilité sociale de la ligne 18. Savoir que sur la ligne 18, ce dossier-là particulièrement, il est truffé de mensonges, d'erreurs, d'approximations. Par exemple, typiquement la gare d'Orly, la gare du coup de métro d'Orly, le bassin de population qui est attaché à cette gare, il fait plusieurs kilomètres, alors qu'en théorie, un bassin de population attaché à une gare de métro, c'est 800 mètres. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement déformantes en fait pour arriver à tout juste une rentabilité à zéro de la ligne 18 quasiment. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'au vu des chiffres qui sont là, la rentabilité économique, elle n'y est pas du tout. Et en plus, la rentabilité sociale est mensongère. Sachant qu'en plus, le prix de la ligne est en train d'exploser complètement et que cette étude se base sur les premières estimations du prix. Clairement, si cette étude-là était remise à plat, on arriverait à montrer que cette déclaration d'utilité publique ne tient pas, sauterait. Et à partir de là, on pourrait annuler le cadre de l'opération internationale et arrêter instantanément les travaux de la ligne 18. Sauf que ça, c'est un recours au Conseil d'État, sachant que le Conseil d'État n'a pas de date limite pour rendre son avis sur le sujet. Du coup, ça peut durer très longtemps. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Strasbourg, par exemple. Il y a eu un grand contournement autoroutier pour contourner Strasbourg, qui finalement a été déclaré illégal quand les travaux se sont terminés. Voilà. Donc, à Saclay, on risque un petit peu le même cas de figure. Savoir que M. Jean Castex s'est rendu d'une visite sur ce grand chantier d'autoroute à Strasbourg en disant mais regardez, c'est formidable ce qu'on a fait ici.
Voilà, donc en méprisant a priori la déclaration de justice qui disait qu'en fait c'était des choses illégales. Il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a eu destruction totale des dernières populations d'une espèce endémique qui était le grand hamster d'Alsace. On n'est pas tout à fait dans cette situation-là à Saclay. On a un tas d'espèces qui vont être impactées par le projet avec des bassins, puis on a tout ce problème-là en fait avec les inondations aussi massives. On a un tas de raisons pour lesquelles cette ligne ne fonctionne pas. De toute façon, on en parlait tout à l'heure, c'est pas une ligne du tout qui est dessinée pour desservir en fait, les besoins de population. C'est une ligne qui n'est même pas orientée correctement vis-à-vis des besoins de transport, qui va être clairement vide et notoirement vide à travers ces études socio-économiques qui montrent clairement qu'il va y avoir un facteur 10 entre les places disponibles dans les wagons et puis le nombre de personnes qui vont prendre cette ligne. Donc clairement, il y a plein de raisons en fait qui nous permettraient de dire aujourd'hui, et qui nous permettent de dire, on a un argumentaire qui est très solide pour dire que ce projet-là, en fait, il ne répond pas à un intérêt public. Ça, c'est quelque chose qui est très clair quand on étudie ces dossiers. Alors, à quel intérêt il répond après? Parce que finalement, comme ce projet se fait, on imagine que quelqu'un gagne quand même de l'argent. Pour nous, clairement, c'est des intérêts privés qui sont de l'ordre de la spéculation immobilière. C'est quelques élus qui ont imaginé un truc, et peut-être qu'il y a aussi une question d'égo là-dedans, de gens qui ne veulent pas lâcher un projet qui manifestement n'est pas utile, parce que ça a été lancé parce qu'il y a plein d'argent qui a déjà été mis en place. Mais on a aussi des sociétés qui vraiment essayent de mettre le plus possible devant le fait accompli. C'est-à-dire que typiquement, là, on voit qu'en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre des pylônes un peu partout. C'est-à-dire qu'ils ne construisent pas les choses de manière linéaire, ils vont faire plein de chantiers partout. Pour que tout de suite, il y ait un bazar et qu'il y ait beaucoup de destruction qui soit faite, beaucoup de béton qui soit coulé, pour que tout de suite, en fait, on puisse plus revenir en arrière, ou de manière plus difficile en tout cas. Sachant que si nous on finit par obtenir gain de cause, et c'est ce qui s'est passé notamment, alors pas sur la ligne 18 mais sur une autre ligne qui est la ligne 17 avec les jardins d'Aubervilliers, dans ces conditions-là il y a des clauses de remise en état en fait. Donc ça veut dire que ça va coûter encore plus cher de remettre en état parce que donc les sociétés donneuses d'ordre, donc là dans ce cas-là la Société du Grand Paris, la SGP, et puis les PAPS aussi certainement, et puis bon, tous ces acteurs-là ont pris la décision vraiment de aller au plus vite, de en mettre partout, plein la vue, pour que les gens se disent on va pas pouvoir revenir en arrière, on c'est trop tard ou machin, alors que en fait non, c'est pas trop tard. Oui, on pourra revenir en arrière et en plus on devra le faire si jamais la justice tranche sur ce sujet-là avant que les travaux soient terminés. Par contre, du coup là, la décision elle est dans un peu les mains du Conseil d'État. Et en fait, on est un peu coincé avec ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas de temps et finalement le seul moyen que nous on a pour gagner du temps, c'est de manifester, d'aller bloquer, d'aller faire des désobéissances civiles et puis faire des mouvements de foule pour vraiment montrer qu'il y a une opposition sur ce projet-là et pour pas qu'on s'endorme là-dessus en fait. Et donc ça c'est un risque important, c'est-à-dire que oui, le projet ça fait longtemps qu'il est là, ça fait 15 ans qu'il y a ces choses-là qui sont en cours, mais ça fait aussi 15 ans qu'il y a des arguments ultra rationnels pour dire que ce projet-là est mauvais et donc il faut rien lâcher jusqu'à ce que les pouvoirs publics finissent par accepter d'entendre en fait juste la voix de la raison. Mais on est encore assez loin aujourd'hui. Alors on est obligé de conclure, donc je suis désolé, mais il y a un autre débat juste après, mais de toute façon vous pourrez évidemment dialoguer avec Lucille. Je vais juste lui donner le mot de la fin pour conclure. Quelle solution à court terme tu verrais toi et voilà, donc vous nous donner un peu de perspective. Pour refinancer la SAFER, ça peut pas être une revanche. Alors si vous... toutes les organisations, ça va révéler directement. Oui, complètement. Et en dehors de la SAFER, les habitants d'un territoire ont aussi un rôle à jouer. J'ai constaté que c'était pas toujours facile pour un groupe industriel d'acheter de la terre. J'ai un exemple dans le Nord, dans le département du Nord, où Auchan a voulu reprendre des terres pour cultiver des légumes pour approvisionner son magasin. C'était en 2019. C'était la première étape d'un projet de déploiement de ferme par Auchan qui aurait concerné 3000 hectares. Donc ça aurait été la ferme légumière la plus importante de France. Et en fait, un projet pilote de cette méga exploitation a été lancé en 2019 dans le Nord. Le Nord, c'est le département d'essence d'Auchan, de la firme. Et tout un village a lutté contre la ferme Auchan pendant 1 an. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le projet a été reporté selon les termes d'Auchan, mais dans les faits, on peut se demander s'il n'est pas annulé.
Dans mon livre, je donne d'autres exemples qui montrent justement que l'agriculture des groupes n'est pas une fatalité. Ce qui est sûr, c'est que la terre, c'est une ressource précieuse qui a de tout temps été un enjeu parce qu'avoir de la terre, c'est avoir une indépendance alimentaire. Donc il y a de nombreux exemples de conflits fonciers dans l'histoire. Comment la terre se partage, c'est vraiment une question fondamentale. Donc voilà, tout l'enjeu de mon livre, c'est de se poser la question aujourd'hui, comment cette terre se partage et quelles sont les conséquences sociales, environnementales de ce partage. Voilà, on va remercier Lucie et